Mercredi 6 mai, bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information à la une ce soir. Le CESEC dit oui à l'abrogation de la réforme du RNS, mais derrière ce vote, des inquiétudes demeurent sur les conséquences pour les affiliés au régime des non-salariés et pour le financement du système social. Dans un contexte de majorité perdue à l'Assemblée, Moetai Broderson, le président du pays, sera notre invité. Quel cap pour le gouvernement qui fait face à plusieurs fronts? Crash d'avion aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Un scénario inédit mais fictif pour tester la réaction de toute la chaîne de secours. Parmi les services mobilisés, la cellule d'urgence médico-psychologique du CHPF en première ligne pour accompagner les victimes traumatisées. Les douanes en première ligne également, mais contre les trafics de drogue dans le Pacifique. La coopération régionale se renforce alors que plusieurs saisies importantes ont récemment marqué l'actualité. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, s'est prononcé en faveur de l'abrogation de la réforme du régime des non-salariés, non sans inquiétude cependant, notamment sur les conséquences sur les personnes concernées par l'affiliation au RNS. Avant de faire réagir le président du pays, voyez ce reportage de Sophie Guébel et Jeanne Tinouroy. C'est une décision qui était attendue. Réuni en séance ce matin, le CESEC s'est prononcé sur le projet d'avis concernant l'abrogation de la réforme du régime des non-salariés. Au total, 30 élus ont voté en faveur de cette abrogation, un choix assumé par une majorité qui estime que la réforme actuelle soulève encore trop de zones d'ombre. Les salariés ne trouveront pas leur compte dans ce dossier parce que quand ils auront des loyers, il faudra qu'ils repassent à la caisse. Alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà pris en charge par la caisse d'origine, la caisse des salariés, le régime général des salariés. Pourquoi voulez-vous que j'accepte de voter en faveur d'un texte qui va demander à des salariés de cotiser un peu plus? Non, mais c'est pas ce que nous avons demandé. À aucun moment, les syndicats de salariés ont demandé cela. Mais cette position est loin de faire l'unanimité. 4 élus se sont opposés à l'abrogation, estimant qu'elle pourrait fragiliser davantage le système. Je regrette que cet outil social qu'on nous envie tant fasse l'objet de querelles politiques. Parce que la configuration actuelle au niveau de l'Assemblée de la Polynésie française a permis justement la rédaction de cette abrogation. Mais à côté de ça, on nous propose quoi? On ne nous propose rien. Donc une autre question qui arrive derrière cette question majeure du financement, c'est qu'est-ce qu'il adviendra des nouveaux affiliés au RNS? Est-ce qu'ils vont se voir leurs droits fermés? Parce que quand une loi elle est abrogée, tout tombe. Entre ces deux positions, 10 membres ont quant à eux choisi de s'abstenir. Ils pointent du doigt un manque de clarté et regrettent l'absence d'alternatives concrètes. Ce texte il répond à un vrai besoin, notamment sur la fin de la primauté du RGS et sur la révision des assiettes de cotisation. Il a été mal amené, il y a un certain nombre de défauts qu'il faut corriger. Le problème, c'est ce que je crains, c'est que si le texte est abrogé, qui va avoir la volonté de refaire un nouveau texte? Et dans quel contexte politique à 2 ans des territoriales? Le sentiment, c'est qu'une suspension aurait pu permettre de forcer un peu plus toutes les parties prenantes à trouver une solution, le gouvernement pour sauver son texte et les autres parties prenantes pour apporter les modifications qu'ils souhaitaient. Le texte doit désormais passer entre les mains des élus de l'Assemblée. Il sera étudié demain en commission de la santé et de la solidarité, avant un probable examen en séance plénière, au plus tard le 21 mai. Avec la réforme du RNS, c'est toute la question du financement de notre modèle social qui revient au premier plan. Mais derrière ce texte, les critiques portent aussi sur la méthode, concertation, lisibilité budgétaire, fiscalisation des cotisations. Et dans un autre avis rendu récemment, le CESEC s'est aussi montré très sévère sur le cap économique du pays à l'horizon 2033. Pour en parler ce soir, nous recevons le président du pays, Moetai Broderson. Bonsoir. Yorana. Alors, le CESEC favorable pour abroger la réforme du RNS. Si l'Assemblée suit, ce qui semble un peu difficile en ce moment, est-ce que votre gouvernement repartira d'une page blanche ou est-ce que vous maintiendrez le même objectif avec un texte corrigé? Alors écoutez, nous avions déjà préparé, avant que cet emballement politique se fasse autour de ce projet d'abrogation, nous avions déjà préparé une LP qui vient corriger certains paramètres de la LP qui a été adoptée sur la réforme du RNS, ce qu'on appelle la loi Vallée. Maintenant, si l'abrogation passe, il n'y aura plus
d'utilité de passer cette loi Balai. Et je laisserai ceux qui voteront l'abrogation la responsabilité de prédire la suite. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que si cette abrogation passe, si elle est votée, en tout cas le 21 mai, elle ne s'appliquera pas le 21 mai. Il faudra attendre le mois d'octobre, le temps que tous les recours, les délais légaux soient épuisés. Donc j'encourage tous ceux qui doivent se déclarer à la CPS à le faire dans les délais. Malgré ce risque d'abrogation. Oui, parce que le risque qu'ils prennent s'ils ne se déclarent pas, il est bien supérieur à celui qu'ils encourent si l'abrogation passe. Donc si l'abrogation passe, ce sera un retour donc, au texte de 2022 ? Ce sera un retour au texte de 2022, ce sera un retour finalement à une cotisation au premier franc pour les doubles affiliés, contrairement à ce que nous proposons, qui vient fixer des planchers sur les loyers, sur les dividendes. Qui n'était cependant pas appliquée avec la réforme de 2022. Il fallait prendre des textes d'application. Le gouvernement précédent ne l'a jamais fait. Donc c'est vous qui allez le faire ? Non, on n'a pas besoin. La lecture des juristes est très claire là-dessus. Il n'y a pas besoin d'arrêté d'application pour que la double affiliation et la cotisation donc, au RNS pour les doubles affiliés soient obligatoires sur l'ensemble de leurs revenus au premier franc. Ce retour au texte de 2022 avec cette application, en tout cas la lecture de vos juristes, elle a été perçue un peu comme une menace, comme une pression par les syndicats lors du 1er mai. C'est en tout cas ce qui a été inscrit dans l'avis du CESEC. Comment est-ce que vous réagissez face à ça ? Écoutez, s'il ne faut pas dire aux gens la réalité des implications d'une action politique, à ce moment-là, on ne peut plus rien dire. Moi, je n'ai menacé personne, j'ai simplement expliqué aux gens ce qui allait se passer si l'abrogation, au terme des recours qui seront certainement déposés, si elle devait être finalement adoptée par la justice, eh bien, il faut que les gens soient informés des conséquences. Donc on peut se préparer à un retour vers le précédent texte, celui de 2022, qui prévoyait déjà la double cotisation, vous venez de le dire, pour les salariés. C'était l'objectif de ce texte était aussi de lutter contre les abus. On pense aux exemples cités dans les professions libérales. C'est en tout cas ce que disait votre ministre en 2024. Ces abus-là, oui. Appliquer l'ancien texte en prenant reviendrait à mettre tout le monde finalement dans le même panier sans condition de revenu. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'abrogation va à son terme, 24 000 personnes au moins vont se retrouver avec des droits fermés et devront certainement rembourser les prestations qu'ils auraient perçues avant que l'abrogation entre en action. Et certains salariés devraient également cotiser sur des patentes qui finalement ne leur rapportent quasiment rien. Non, puisque nous avons encore une fois fixé des planchers en deçà desquels vous ne cotisez rien. Donc il ne faut pas tromper les gens. Cette réforme du RNS, elle vient protéger les petits patentés. Et ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui, ce sont les très gros, ceux qui ont de très gros revenus. Vous les favorisez aussi, puisqu'il y a des plafonds qui ont été fixés, 10 millions par mois du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 millions par mois, on ne cotise plus sur le reste. Alors non, mais ce n'est pas dans la LPRNS. Non, c'est dans l'arrêté d'application qui a suivi. Ce n'est pas dans la LPRNS et c'est déjà les conditions qui existent. Les plafonnements des cotisations, ils existent depuis 1995. C'est rien de nouveau sous le soleil. Par l'arrêté d'application. C'est rien de nouveau sous le soleil. Mais il n'y a pas eu de changement donc, sur les plafonds. Donc on continue d'arranger finalement les très très gros. On a maintenu les conditions antérieures. Vous avez changé aussi certaines conditions. On a introduit des planchers, oui, c'est vrai. Alors, vous, lors de la rencontre du 1er mai, puisqu'on en parlait un peu plus tôt, vous avez aussi parlé d'une prime vie chère. À qui s'adresserait-elle, pour quel montant et à partir de quand ? Alors, écoutez, les conditions d'application sont en train d'être réfléchies entre plusieurs ministères, celui de la fonction publique, celui de l'économie et des finances, celui également de la santé qui est en charge donc, des prestations sociales généralisées. Tout ça doit être équilibré et tout ça doit être suffisamment incitatif parce que nous ne voulons pas que cette mesure soit restreinte aux seuls fonctionnaires du pays. Et donc pour inciter les employeurs du privé à aller vers cette prime, c'est un peu ce qui a été fait dans l'Hexagone, ce que certains ont appelé la prime Macron. Il faut que ce soit suffisamment incitatif pour les patrons, mais je crois que les patrons sont des personnes intelligentes. Ils savent qu'au travers de cette prime, ils peuvent aider leurs employés sans toucher au SMIC, qui lui est un facteur inflationniste. Et qu'est-ce qui peut rendre incitatif cette prime auprès des patrons? Une réduction des cotisations patronales? C'est des exonérations fiscales, c'est des exonérations de charges sociales, c'est tout ça.
fiscale ou charge sociale? On peut combiner les deux. D'accord, donc la réforme du RNS était tout de même prévue pour compenser la suppression de la TVA sociale. Là aussi, on est allé chercher des cotisations supplémentaires, mais ponctuellement, on pourrait... Votre analyse est fausse déjà, puisque la réforme du RNS n'avait pas pour objet de venir remplacer la TVA sociale qui n'avait de TVA que le nom. Je vous rappelle que suite à la suppression de la TVA sociale, les régimes n'ont pas été en déficit. Nous avons maintenu les équilibres. Il n'est pas utile de remplacer la vérité, c'est que la TVA sociale, à l'époque, c'était une mesure électoraliste qui venait financer des augmentations, finalement, qui intervenaient juste avant les élections, des minima sociaux. Effectivement, parce le rendement était fléché vers la protection sociale généralisée. De toute manière, vous n'envisagez pas de remettre un jour cette fameuse TVA sociale à 1%? Absolument pas. Elle est par nature inéquitable. Alors, autre sujet, autre avis du CESEC, mais même critique de fond, la méthode CAP 2033 doit fixer le cap économique du pays, mais le CESEC a rendu encore une fois un avis défavorable et pointe l'absence de financement, de calendrier et d'indicateurs fiables. Est-ce un désaveu pour votre gouvernement? Non, le CESEC est dans son rôle. Le CESEC représente la société civile, il s'exprime, c'est très bien. Nous étions en discussion ce matin au Conseil des ministres sur cette décision du CESEC, cet avis qui a été rendu, consultatif, encore une fois, je le rappelle. Nous en tirerons les conséquences et nous allons adapter finalement le texte qui sera ensuite transmis à l'APF en fonction des remarques qui ont été faites par le CESEC. Elles ne sont pas toutes négatives. Certaines, à notre avis, en tout cas chacun a sa perspective sur le sujet, sont hors sujet. Que de revoir les ambitions à la baisse, c'était une bonne chose, était plus réaliste. Quelles ambitions? Les ambitions notamment touristiques, celles des 600 000 touristes. Elles n'ont pas été revues à la baisse. Il y a tout 600 000 touristes à 450 000 visiteurs. Non, encore une fois, il faut bien analyser les choses. Il faut bien faire son métier. Je constate. Voilà. Donc l'objectif, la limite de 450 000 touristes, elle est liée à une limite physique qui est celle de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Dans notre programme politique, nous avons inscrit la création d'un nouvel aéroport à Nukuhiva. Tant qu'on n'a pas validé cette option, on ne peut pas atteindre les 600 000 touristes. Oui, puis il y a aussi la question des hébergements touristiques. Oui, mais c'est surtout avant tout l'aéroport. Si vous ne pouvez pas faire venir 600 000 touristes à l'aéroport, vous ne pourrez pas atteindre 600 000 touristes. Alors sur l'énergie, CAP 2033 vise 55 à 60% d'énergie renouvelable, mais l'idée d'une fiscalisation du photovoltaïque en autoconsommation a inquiété avant d'être démenti par le gouvernement. Produire sa propre électricité demain en Polynésie, ce sera encouragé, encadré ou fiscalisé? Écoutez, c'est encouragé à telle enseigne que ce matin, au Conseil des ministres, nous avons acté la prise en charge du fret sur les panneaux solaires dans les archipels. Donc, si dans un pays, on ne peut plus réfléchir sans que ça devienne un scandale, à ce moment-là, on ne peut plus réfléchir. Un gouvernement est bien obligé d'examiner toutes les options avant de faire ses arbitrages et de faire ses choix. Il n'a jamais été question de fiscaliser l'autoconsommation du photovoltaïque. L'énergie nous ramène au contexte économique tendu. Le pays a abondé le FRPH pour maintenir les prix des hydrocarbures, mais ce bouclier a un coût budgétaire important. Jusqu'où le pays peut-il continuer à absorber la hausse internationale des carburants? La question, c'est est-ce que les Polynésiens doivent s'attendre à une hausse à la pompe? Nous l'avons déjà dit, oui, il y aura certainement une hausse des prix à la pompe dans les semaines qui viennent. L'évolution des prix à l'international le commande. Il faut... Alors, on ne va pas vous donner les chiffres aujourd'hui, mais ce ne sera pas des augmentations de 100 francs ou de 50 francs, ce sera bien en deçà. Et ce seront des augmentations qui seront modulées en fonction des secteurs d'activité, puisqu'il faut préserver les secteurs d'activité qui sont très dépendants de l'utilisation d'hydrocarbures. Je pense à nos pêcheurs, je pense à nos agriculteurs et d'autres secteurs d'activité. Mais oui, cette hausse du carburant, elle a déjà été réalisée partout ailleurs. Nous sommes le dernier pays, certainement, qui va augmenter ses tarifs à la pompe. On pense aux acteurs aidés par le FRPH. À ce propos, la filière bois a officialisé la création de son cluster hier. Eux aussi aimeraient bénéficier du FRPH. Est-ce que c'est prévu? Il faut d'abord étudier. C'est un secteur, effectivement, qui utilise beaucoup d'énergie thermique pour le moment. Donc, il faut d'abord qu'on ait les chiffres pour qu'on puisse étudier ce que ça représente. Alors, une toute dernière question, Monsieur le Président. Où en est la formation du nouveau parti politique AFANO? Ça suit son cours. Ce sera certainement acté dans les semaines qui viennent. Et les questions d'un départ du Tavernier pour vous ou pas encore? Vous le verrez en temps voulu. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce soir.
Crash d'avion aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti Fa'a avec de nombreuses victimes. Le scénario est inédit mais nécessaire pour les forces de sécurité intérieure. Un exercice de secours grandeur nature a été organisé. Police, gendarmerie, forces armées, mais aussi le centre hospitalier, le SAMU, les pompiers, la sécurité civile ou encore le parquet et l'aéroport, bien sûr. Au total, 500 personnes ont été mobilisées sous la houlette du Haut-Commissariat. On écoute les explications de la directrice de cabinet du Haut-Commissaire. Elle répond au micro de Rarahou Maha. L'ambition aujourd'hui, c'est de vérifier la bonne coordination entre nous tous pour être certain que la bonne décision soit prise au bon moment et que cette décision puisse être menée à son terme pour assurer la sécurité des Polynésiens et des voyageurs dans le cas présent. Donc ce matin à 10h18, un avion comportant presque 150 passagers s'est crashé sur l'aéroport international de Tahiti Fa'a. Et donc nous avons décliné l'ensemble des dispositifs qui nous permettent de réagir face à ce type de crise. C'est ce qu'on appelle le plan Orsec, c'est l'organisation de la réponse de sécurité civile dans sa composante aéroportuaire. C'est un dispositif spécifique. On a également été amené à déclencher le plan Novi, nombreuses victimes, pour faire face à l'afflux de nombreuses victimes et organiser les secours et les évacuations des victimes vers les différents centres hospitaliers. Et parmi les intervenants à l'aéroport de Tahiti lors de cet exercice, la cellule d'urgence médico-psychologique du CHPF. Ces spécialistes dans la prise en charge des blessés psychiques ont un rôle essentiel dans la chaîne de secours. Ces derniers mois, ils sont d'ailleurs intervenus dans de nombreux épisodes tragiques qui ont marqué l'actualité polynésienne. Immersion aux côtés de ces professionnels avec Nicolas Pérez. Oui, nous venons d'être déclenchés 10h32 pour un crash. 242 PAX, problème d'avion hydraulique. Je pense qu'on aura besoin d'être une bonne dizaine. Je ne sais pas encore combien il y a de blessés. C'est avec ces quelques informations que le docteur Carole Milan, responsable de la CUMP du CHPF, doit organiser ses équipes. Des spécialistes dans l'accompagnement des personnes en état de choc à la suite d'événements traumatisants. Pour cet exercice simulant un crash aérien, familles et victimes doivent être prises en charge sans délai. Commencer à remettre du lien, leur faire percevoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est mobilisés, qu'on est disponible, qu'on prend en compte ce bouleversement très aigu. Pour certains, c'est un bouleversement qui peut passer inaperçu, ça peut être un excès de silence, pour d'autres ce sera différé. Voilà, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Des espaces dédiés et un circuit d'identification sont donc mis en place. C'est moi qui devais être dans cette place et pas lui. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu deviner tout ça? Non, pas du tout. La première chose, c'est d'écouter la personne qui exprime une émotion par des mots. Et donc il est important pour l'accompagnateur, l'accompagnant, de déculpabiliser cette personne face à l'événement et qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Plus loin, les familles sont dans l'angoisse, un stress et une attente interminable qui peut mener à une prise de risque difficile à canaliser. Monsieur, vous n'avez pas le droit de passer là. S'il vous plaît, on a besoin d'aide pour monsieur. Monsieur. On va attendre. C'est vrai que le temps d'attente vient se surajouter à l'événement, à l'inquiétude. Donc ça majore aussi un peu, j'ai envie de dire, les réactions, les effets que ça va avoir. C'est pas sans incidence, j'ai envie de dire, sur le psychisme. Selon l'histoire de chacun, ça peut aussi réactiver des choses. Donc oui, l'attente, c'est pas rien. C'est même un facteur, j'ai envie de dire, qui vient se surajouter au contexte. Créée depuis 1 an, la CUMP est dotée de 4 médecins spécialisés. Mais selon l'ampleur des événements, cette cellule peut compter sur de nombreux volontaires. Des psychologues ou infirmiers locaux maîtrisant pour certains le Reo Tahiti pour une meilleure approche. La langue maternelle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle vient chercher les émotions et effectivement ça aide à apaiser. Depuis sa création, ces urgentistes de l'âme ont déjà été projetés sur une quarantaine d'interventions pour venir en aide aux victimes ou témoins d'événements traumatisants en Polynésie. Du côté du terminal international de Motuta, ce matin, pas de simulation, mais une réelle inspection de conteneurs menée par les douanes. Les professionnels accueillent cette semaine leurs homologues américains, australiens et néo-zélandais pour une réunion régionale. Objectif, renforcer la coopération dans la lutte contre les trafics de drogue dans le Pacifique. Thomas Chabrol, Mérité.
Sur le quai, un conteneur comme des milliers d'autres, mais pour les douaniers, chaque cargaison peut dissimuler des marchandises illicites. Aujourd'hui, le contrôle se fait sous les yeux de délégations américaines, australiennes et néo-zélandaises, venues observer les méthodes des douaniers de Polynésie française. Nous apprenons des uns et des autres. Au fur et à mesure que nous apprenons de nouvelles choses, nous améliorons nos méthodes. C'est donc important de les partager. Si vous venez dans un port en Nouvelle-Zélande, vous verrez des activités similaires. Par exemple, le chien que vous voyez courir est entraîné de la même manière que les chiens en Nouvelle-Zélande. Nous partageons beaucoup. Nature de la marchandise, provenance, déclaration, tout doit correspondre. Ce matin, les inspections sont menées sur ces palettes de papier essuie-tout, de produits alimentaires ou encore de matériel de camping. Les douanes traquent les fraudes, mais cette coopération régionale est surtout essentielle face au trafic des réseaux criminels internationaux. 3 saisies sur des navires, ça représente à peu près 12 tonnes de cocaïne, ce qui est absolument énorme. Ensuite, il y a eu une saisie qui a été faite ici sur le port de 473 kilos sur un conteneur qui passait, avec une forte coopération entre les douanes de tout le Pacifique. Plusieurs dizaines de kilos d'ice ont aussi été interceptés sur des navires de croisière, 40 kilos en janvier, puis 21 kilos au mois de mars. Le renseignement entre les services locaux et internationaux s'est renforcé pour lutter contre les narcotrafiquants. Lorsque les douaniers de Polynésie française réussissent une saisie, c'est un succès pour nous aussi. Les douanes de Tahiti ne protègent pas seulement les gens de la Polynésie française, mais aussi tous les gens du Pacifique. Nous sommes très reconnaissants pour cela. En plus du flair des chiens, les agents des douanes échangent leurs techniques pour contrôler les cargaisons. Les outils sont sophistiqués, comme ces caméras endoscopiques, ou encore plus simples, avec une caméra fixée au bout d'une perche. De nouvelles opérations conjointes sont déjà prévues pour les prochains mois. Et puis avant de nous quitter, une annonce très attendue chaque année. Les festivités du Heiva se tiendront du 28 mai au 1er août. Taupitian est cérémonie du Umuti, sport traditionnel. De nombreux événements seront proposés. Cette année, 22 groupes sont en lice, 11 en chant et 11 en danse. Du changement aussi du côté du jury. À la demande des groupes, ils passent de 9 à 11 membres qui ont été tirés au sort. On écoute Ma Zingerle, présidente du jury, au micro de Naya Bennett. C'est jusqu'à la demande des groupes et certainement l'organisateur a souhaité proposer, rajouter des membres du jury concernant les percussions et concernant l'aspect oratoire, l'écriture et la langue, pour pouvoir avoir un peu plus de renforcer les recherches. Donc, on dit souvent que tout seul je vais plus vite, mais ensemble on va aller plus loin. Notre maison de la culture a voulu mettre en place un tirage au sort pour éviter justement d'avoir, on va dire, les mêmes têtes au sein du jury tous les ans. Chose peut-être que c'est bien. Mais en tous les cas, ce qui peut y avoir avec ce tirage au sort, c'est qu'on pourrait avoir des gens, des personnes qui ne sont pas spécialistes pour tel et tel domaine. C'est un peu pour oui, un peu pour non. Et soyez prêts, la vente de billets pour les soirées de chant et de danse du Heiva Tahiti 2026 s'ouvre demain matin à 9h. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, de 0 à 100 km suivi d'un plat, un talent, une formation. Place ensuite à un nouveau numéro de Local Hiking, puis 2 épisodes de la maison de retraite, la série. Et enfin, la rencontre entre Tahiti United et Solomon Kings pour l'OFC Pro League. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.